Sur cette chaîne, on a un peu parlé de l'histoire de la psychologie. On a évoqué certains points de cette histoire dans le but d'aborder des notions en les remettant dans leur contexte, mais on a toujours abordé cette histoire de façon très superficielle, parce que ça n'a jamais vraiment été le sujet. Un jour, peut-être qu'on le fera. On se posera et on essaiera de retracer une sorte de chemin cohérent que la psychologie aurait suivi en évoluant pour aboutir à ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Mais dans cette vidéo, c'est vraiment un point très précis de cette histoire qui va nous intéresser. En 1927, sur les terres tropicales et paradisiaques de la Nouvelle-Guinée, un anthropologue américain du nom de Gregory Bateson a fait le voyage pour étudier les usages et les coutumes de la population locale, comme par exemple la décapitation. Et comme tout scientifique, il va se poser une question qui peut paraître bête et qui pourtant va être à l'origine d'une des découvertes les plus brillantes des sciences sociales. Il va se poser la question, comment ça se fait que ces gens dans leur culture, ils en arrivent à décapiter leurs congénères, mais que pourtant les membres de leur communauté face à cet acte n'ont pas du tout la même réaction qu'auraient mes compatriotes aux États-Unis. Et d'un point de vue sociologique, qu'est-ce que ça révèle sur la façon qu'a l'humain de construire son identité en fonction du feedback que la société qui l'entoure lui renvoie? Il va rentrer chez lui et cette question, ça va le travailler. Il va en discuter avec tout un tas de gens, notamment avec un psychiatre du nom de Göran Ruesch, dont les échanges vont être tellement stimulants que ça va l'aider à avancer dans ses recherches. Et à ce moment-là, ce qu'il a dans la tête, c'est que c'est sûr que l'être humain, il se construit en fonction de la réaction que les autres ont face à ses actes. Pour lui, l'être humain, il construit son identité sociale grâce au feedback que les gens nous renvoient. Genre, inconsciemment, notre cerveau, il analyse continuellement le fait que quand on fait ça, les gens ils réagissent comme ci, quand je fais ça, les gens ils réagissent comme ça, alors je vais me mettre à plutôt faire ça, même si le fameux ça dont on parle, c'est décapiter des gens. Ben, je vais le faire et je vais avoir beaucoup moins tendance à me dire, mais attends 2 secondes, est-ce que ce que je suis en train de faire, ce serait pas genre une immense dinguerie? Et déjà que ça, c'est une découverte psychologique et anthropologique assez conséquente, lui, il veut pas s'arrêter là. Vu qu'il sait qu'il tient un truc, il veut vraiment creuser et comprendre le pourquoi du comment. Et la piste qu'il va suivre, c'est celle de la communication. Grâce aux conversations qu'il a eues avec son pote psychiatre, il est convaincu que la communication, tous les mécanismes qui se manifestent quand on communique, c'est la matrice, c'est le nexus même de notre tissu social. Alors, pour approfondir ses recherches de malade, il va faire un truc de malade. Dans les années 50, dans la ville de Palo Alto, qui deviendra plus tard mondialement connue pour cette histoire, il va réunir la plus belle équipe de branquignoles qu'on a connue dans le monde de l'anthropologie. Il y a lui, mais c'est un énorme fou. Il y a John Wickland, de base, le boug, il est chimiste. Après, tu sais pas comment il est devenu anthropologue. Et c'est pas la première fois que j'entends des trucs comme ça. Je crois vraiment qu'à l'époque, la notion de cursus, elle était beaucoup plus souple qu'aujourd'hui. Il y a Jay Haley, c'est un étudiant en communication qui travaille sur des tournages de fiction. Le mec, il a même pas fini son BTS, mais mon frère, mais qu'est-ce que tu fous là? Il y a William Fry, c'est un psychiatre, mais au milieu du projet, on l'attège et on l'a remplacé par Donald D. Jackson. Donald D. Jackson. Le mec, il a le D, gros. Non, mais déjà, de base, l'équipe, elle est incroyable. Et ce qui va se passer, aussi fou que ça puisse paraître, c'est qu'ils vont poursuivre leurs travaux pendant des années, et le fait qu'ils aient des connaissances et des compétences aussi éclectiques, ça va faire qu'ils vont aboutir continuellement à des résultats qui vont transformer et faire évoluer leur approche. Les mecs, ils vont plier masterclass sur masterclass grâce à la théorie qu'ils ont développée tous ensemble autour de la communication. Ils avaient des résultats concluants sur des troubles assez sérieux, comme la schizophrénie par exemple, et ça venait soulager des souffrances familiales hyper graves, parce que oui, c'était censé être une vidéo sur les thérapies familiales à la base. Et cet élan, il a donné naissance à ce qu'on appelle aujourd'hui chez les systémiciens l'école de Palo Alto. Mais même les plus belles choses ont une fin, alors en 1958, Jackson va de son côté fonder le Mental Research Institute et il sera rejoint rapidement par le reste de la fine équipe, mais Bateson, lui, ne fera pas partie de ce projet, mais par contre on le retrouvera vers 1962 entre les îles Vierges et Hawaï à essayer de comprendre le langage des dauphins. Et c'est là qu'il faut vraiment comprendre un truc, c'est que les universitaires, on les aime, on les adore, mais à un moment donné, il faut les niquer. Je vous jure, il faut les niquer. Ils aiment trop ça. Les gens qui font des études, on dirait qu'ils sont atteints d'un syndrome qui fait qu'ils deviennent tellement intelligents. Il y a un seuil où tu as accumulé tellement de connaissances que tu redeviens mais absolument con. Genre, il y a une régression vers la connerie. Et en vrai, si vous écoutez vraiment les scientifiques, vous allez vous rendre compte qu'ils se posent exactement les mêmes questions qu'un enfant de 8 ans. Est-ce que mon chat, il sait que c'est mon chat? Il se passe quoi si je suis brûlé et gelé en même temps? Les aveugles, ils voient quoi dans leurs rêves? Vous voyez, ils ont des pensées comme ça un peu enfantines. La seule différence avec les enfants, c'est que eux, il y a quelqu'un pour subventionner leurs grandes questions existentielles. Donc, tout cet tintouin-là qui commence dans la ville de Palo Alto, toute cette espèce d'élan qui les a poussés à revoir complètement la façon qu'ils avaient d'aborder les troubles des patients et à considérer que les individus se construisent très probablement par la particularité de leur interaction avec les autres, notamment dans le noyau familial, ça a fini par se diffuser dans le monde entier dans les années 50 pour aboutir à ce qu'on appelle aujourd'hui les thérapies familiales systémiques. Elles se sont tellement diffusées qu'aujourd'hui c'est un phénomène assez commun de voir des personnes s'en mêler les pinceaux avec les variantes de notions qui sont vraiment propres à certaines écoles de pensée très précises
précise. Les thérapies familiales systémiques, selon les auteurs du bouquin qui nous intéresse aujourd'hui, sont des protocoles de soins que l'on va appliquer en collaboration étroite avec une famille à la suite de la demande d'au moins un de ses membres. L'idée sera d'aborder cette famille non pas comme un simple groupe d'individus, mais comme un véritable système à part entière qui est défini par ses principes, ses codes, sa culture propre, qui va avoir une influence notamment sur la façon dont les membres interagissent en bien ou en mal avec les autres. La phase initiale de cette thérapie va vraiment consister à saisir toutes les spécificités de ce système familial dans le but de lui proposer une formule qui sera la plus adaptée et personnalisée possible. C'est-à-dire que selon les particularités de cette dite famille, on va pouvoir moduler le rythme des séances, les techniques de soins et les méthodes d'évaluation des résultats de la thérapie. L'auteur précise dans son introduction que la thérapie consistera à amener le patient et sa famille à une autre vision des choses, quitte à ce qu'elle soit surprenante pour engendrer des changements. Ainsi, le but n'est pas tant de venir leur proposer des solutions, mais plutôt de faciliter les circonstances qui vont permettre aux patients de développer leurs compétences ou même parfois simplement les révéler, tout ça en les aidant à déjà croire en ces dites compétences et ensuite avoir véritablement confiance en elles. Avant de rentrer dans le vif du sujet et parler de thérapie familiale, il va falloir qu'on définisse très exactement le terme systémique. Et vous allez voir que c'est un mot qui a une porte d'entrée vers tout un univers de pensée et de réflexion sur le monde qui nous entoure. Et je trouve ça absolument incroyable le fait qu'avant de faire mes recherches pour faire cette vidéo, je n'en avais juste jamais entendu parler. Donc, pour comprendre l'approche systémique, on va métaphoriser ça par un thermos. Comme vous le savez, un thermos, c'est un récipient qui est construit avec un matériau qui va empêcher la chaleur d'entrer ou de sortir. Avec un vocabulaire plus scientifique, on va dire qu'il empêche les transferts d'énergie thermique. Et en thermodynamique, ce thermos, on va appeler ça un système. Et en plus d'appeler ça un système, on va même dire que c'est un système fermé. Il est imperméable aux échanges de matière ou d'énergie. Dans la réalité, un thermos, même de très bonne qualité, il ne va pas être à 100% imperméable. Il y a toujours une toute petite quantité de chaleur qui s'en échappe. Mais pour notre exemple, on va imaginer que c'est vraiment le thermos absolu, the thermos of all time. Dans le monde du pique-nique compétitif, quand tu ramènes ce thermos, les darons elles tremblent. Elles se disent, mais que font les arbitres? C'est de la triche. Parce qu'il y a vraiment rien qui rentre et qui sort. Et ce qui est cool maintenant qu'il est fermé parfaitement, c'est que les personnes dans la réalité qui étudient la thermodynamique, ils peuvent faire tous leurs petits calculs parce que dans le système qu'on vient de définir, il n'y a plus rien qui va bouger, il n'y a plus rien qui va changer. Et vous allez me dire, ok, on a compris ton histoire de thermos, mais c'est quoi le rapport avec la psychologie? Genre, comment je fais pour guérir ma famille qui est en train de se déchirer? Eh ben, vous vous rappelez les cognitivistes, plus précisément ceux qui ont inventé et développé la thérapie cognitivo-comportementale. Ils avaient créé leur thérapie dans un esprit qui se voulait purement scientifique, au point où je vous avais dit que la TCC c'était limite un protocole scientifique que tu as juste à appliquer à la lettre, et tant que tu suis parfaitement la notice, la thérapie elle marchera toujours de la même façon. Eh bien, les systémiciens, eux, ils ont dit non, tu peux pas guérir les gens avec un protocole scientifique que tu as juste à appliquer en suivant la notice, parce que si tu passes d'un psychologue à un autre, bah, c'est plus la même chose. Si tu passes d'un patient à un autre, bah, c'est plus la même chose. Ça change énormément de choses parce que si tu changes un élément, le système, il a changé. Tu peux prendre deux psys qui ont été formés de façon très rigoureuse à la TCC, mais si le psy 1 c'est un homme français de 64 ans et le psy 2 c'est une femme mexicaine de 27 ans, ils vont avoir un bagage culturel, intellectuel et émotionnel complètement différent. Ça, je vous l'apprends pas. Et tu peux pas dire de façon honnête, t'inquiète pas mon ref, ça aura absolument aucune influence sur la thérapie. Et ce que je trouve brillant dans le point de vue systémique, c'est que ça amène obligatoirement à avoir des connaissances pluridisciplinaires. Si tu veux prétendre guérir le cœur des gens, tu peux pas te contenter de connaître ton protocole de soins par cœur. Aussi génial soit-il, il faut que tu aies des notions solides en sociologie, en philosophie, en histoire, en sciences politiques, en littérature. Et attention, on n'est pas en train de critiquer les cognitivistes, hein. Sur cette chaîne, je leur ai déjà crié tout mon amour. Mais cependant, il faut reconnaître que les systémiciens, ils marquent un point. Et que comme vous le savez, la vérité elle est souvent dans un entre-deux. Il y a un deuxième truc qui m'a fait sincèrement vibrer le cœur, c'est le passage où les auteurs présentent le modèle théorique conceptuel de la thérapie stratégique. Où ils disent mot pour mot, le thérapeute doit avoir effectué un travail sur lui-même suffisant, lui permettant de se rendre compte de ses propres présupposés en matière de santé mentale. Autrement dit, tant que le thérapeute n'aura pas réellement pris conscience à quel point ses propres représentations psychiques des problèmes de santé conditionnent sa façon de voir les choses, il restera bloqué dans une seule vision du monde possible et n'arrivant pas à changer la sienne, il sera bien incapable d'aider les autres à en changer. Pire, il renforcera les problèmes. Et là, je suis désolé, mais cet extrait, il a un poids, il a une force, il a un niveau de pertinence qui est horrible. C'est invivable
invivable. C'est invivable de lire quelque chose aussi pertinent par les temps qui courent. Les systémiciens, ils ont un défaut, faut dire la vérité, ils aiment trop les mots compliqués pour parler de choses plutôt simples. Mais en revanche, ils ont une qualité qu'on retrouve chez quasiment aucune autre approche, c'est cet accent qu'ils mettent sur l'humilité. Quand tu rentres dans ton cabinet, sois humble. Quand tu rentres dans une alliance thérapeutique avec ton patient, sois humble. Même si tu as lu beaucoup de livres, tu connais plein de trucs, tu as été à la fac pendant 5 ans, tu as des diplômes et tu as fait un stage prestigieux chez un tel ou un tel, je t'en supplie, sois humble. Parce qu'il y a un truc dans ce qui fait qu'un homme est un homme qui nous pousse constamment à la faute. Il y a un malin génie, comme disait Descartes, qui met tout en œuvre pour constamment et à tout instant nous pousser à la faute. Et si pour une raison complètement dérisoire, tu rentres dans ton cabinet le cœur plein de cette arrogance qui est si caractéristique à la race humaine, tu vas tomber dans tes propres failles, tu vas commettre un péché d'orgueil et tu vas complètement passer à côté de ton objectif premier qui était d'aider la personne en face de toi à aller mieux. Mais sincèrement, vous imaginez pas le nombre de gens qui ont fait l'effort d'aller chez le psy malgré tout le stigma social, malgré tous les trucs qui te donnent envie de pas y aller. Ils ont fait l'effort de prendre un rendez-vous et d'arriver à l'heure. Ils sortent, tu leur demandes « ça s'est passé comment ?» Ils te répondent « mais ça puait la merde frère !» Le mec il était éclaté au sol, il y a rien à sauver. Le genre de mec il est tellement nul, t'as envie de t'asseoir et dire « vas-y tu sais quoi, moi je vais te faire ta thérapie parce que c'est pas normal d'être aussi nul et à un moment donné ça doit sûrement cacher une souffrance intérieure. » Non mais sérieux, la psychothérapie en France il faut la réformer, ça on l'a déjà dit et il y a des gens beaucoup plus légitimes que moi qui l'ont déjà dit. Mais en tout cas, lire des trucs comme ça, ça mange pas de pain mais ça redonne vraiment de l'espoir. Le prochain point sur lequel je voudrais mettre l'accent pour le coup, celui-ci c'est pas vraiment un scoop, il a rien de révolutionnaire, mais c'est le genre de truc basique qui fait pas de mal de rappeler de temps en temps, c'est le fait que, comme le dit l'auteur dans le chapitre qui s'intitule « Grandes règles de la thérapie stratégique », si un thérapeute doit essayer de faire parler le patient de ce qui ne va pas, il s'agit là d'une règle générale commune à n'importe quelle thérapie, le thérapeute stratégique doit s'efforcer d'amener dans ce discours le maximum d'éléments concrets empruntés à la vie quotidienne. Source irremplaçable d'informations sur le style de vie, la façon de voir les choses, les valeurs, la manière dont des problèmes similaires ont pu être résolus, etc., etc. Le recours à des généralisations globalisantes est ici considéré comme stérile, inutile et n'apportant que très peu d'informations personnelles sur le sujet à aider. Et je tenais à mettre l'accent sur ce passage parce qu'il marque un point sur le fait que globalement, quand on essaie d'aider quelqu'un ou quand nous-mêmes on a besoin d'aide, souvent on a tendance à partir dans des envolées lyriques alors que c'est le pire truc à faire parce qu'on parle de manière abstraite d'un problème qui se manifeste en fait dans notre vie de façon très concrète. Concrètement, c'est quoi le problème? Concrètement, c'est quoi les symptômes de vos troubles? Concrètement, qu'est-ce que vous voudriez améliorer dans le quotidien de la famille? Et concrètement, les gens qui sont ou qui se sont retrouvés dans la même situation que vous, ils ont résolu ce problème comment? Concrètement. Dans le monde des praticiens en thérapie familiale systémique, il y a une grande source de débat qui est est-ce qu'au cours des séances, il faut forcément la présence des enfants? Est-ce qu'il faut forcément la présence de un ou des deux parents? Est-ce qu'il faut même la présence, quand c'est possible, des grands-parents? Et tous ces loulous, est-ce qu'il doit forcément être là à toutes les séances? Ou est-ce que c'est pas grave s'il y en a un qui n'arrive pas à se libérer de temps en temps? Mais malgré ce débat, s'il y a bien un point où ils se rejoignent, c'est le fait qu'on doit encore une fois aborder ce système familial dans sa globalité. Et pour ce faire, on ne doit pas négliger l'aspect où dans une famille, il y a différentes générations. Et pourquoi il ne faut pas négliger le fait qu'il y a différentes générations? Parce que d'une génération à l'autre, il y a des choses très subtiles qui se lèguent. Parfois, c'est des bonnes choses et parfois, ça donne la citation suivante. C'est ainsi que de génération en génération se transmettrait un certain héritage psychologique, si l'on peut dire, avec du bon et du mauvais, dont la distinction ne serait pas aussi facile que cela. Pour Anne Ancelin-Schutzenberger, par exemple, il est très important d'admettre que des secrets dramatiques puissent exister dans toutes les familles, y compris celles au-dessus de tout soupçon, pourrait-on dire. D'après elle également, on transmet davantage par l'exemple que l'on donne que par le discours que l'on tient à ses proches. Elle déclare: dans les familles, les secrets que l'on garde sont le plus souvent l'une de ces 7 choses. Le vol, le viol, le séjour en prison, le séjour en hôpital psychiatrique, l'inceste, l'homicide, descendre de quelqu'un qui a tué, les faillites et 7e, les remariages, enfants naturels, enfants nés sous X. Autrement dit, essentiellement des actes transgressifs dont les descendants peuvent avoir honte ou se sentir indirectement coupables. En énumérant ainsi à un patient la liste des secrets de famille possibles, le thérapeute en fait des secrets de polichinelle, puisque c'est forcément l'une de ces 7 situations, sans qu'il soit besoin de préciser laquelle, car à partir du moment où elle a été citée dans la liste, elle a été dite,
entendu et reconnu. Ce n'est plus un secret à proprement parler puisque c'est l'une de ces 7 situations. La personne en est alors délivrée. Mettre un mot sur les choses et que cela soit dit et entendu est fondamental pour la guérison et pour se retrouver soi-même. Sinon, c'est l'effet Zeigarnik qui se produit. La personne peut ruminer sans arrêt et sans fin des tâches inachevées comme un secret qui n'a pas été révélé et qui peut se transmettre de génération en génération jusqu'à ce qu'une réparation symbolique, c'est-à-dire un acte qui reconnaît symboliquement le mal qui a été fait jadis, permette enfin un jour à la famille de terminer le deuil et d'en être délivré parfois plusieurs générations après. Et je ne vais pas vous faire l'affront de vous vulgariser ce passage. Il y a un moment donné, c'est clair comme de l'eau de roche. Et pour le coup, ça me tenait à cœur d'en parler ici, parce que vous imaginez pas le nombre de familles dans lesquelles il y a un tabou. Vous imaginez pas le nombre de familles qui sont rongées par un secret. T'as envie de le dire, mais les gars, réveillez-vous. Vous êtes en train de vous pourrir la vie. Vous condamnez les gosses à aller chez le psy pendant des années. Et attention, qu'il n'y ait pas de malentendu. Là, je parle pas des familles où il y a des disputes. Ça, c'est une autre histoire. C'est tout aussi dommage, hein, mais c'est une autre histoire. Moi, là, je vous parle des familles. Déjà, quand tu rentres chez eux, il y a une ambiance, elle est pesante de ouf. Et le pire, c'est quand vous passez à table, il y a un blanc de ouf. T'entends les couverts qui s'entrechoquent. C'est tellement gênant. Tu dis, vas-y, pour faire passer le temps, je vais me concentrer sur mon assiette. Tu coupes un bout, tu croques le poulet, il a un goût de regret et d'amertume. Ça se voit, la daronne, elle a pleuré dans la sauce. C'est invivable. C'est invivable, je vous en supplie. Arrêtez de m'inviter chez vous, j'en peux plus. En plus, moi, vous savez, j'ai déjà mes troubles à gérer. Et pour l'amour d'Allah, je vous le demande gentiment, crevez l'abcès. Crevez l'abcès parce que vous êtes une famille, vous êtes fait pour vous aimer les uns les autres. Vous êtes censés vous parler, vous soutenir dans toutes les épreuves que vous rencontrez quand vous passez le pas de la porte. Vous êtes fait pour manger ensemble dans une bonne ambiance chaleureuse, tout en remerciant le Créateur d'avoir mis un plat sur votre table et de reconnaître que votre plus grand trésor, c'est les gens qui sont autour de cette table. Plus jamais de poulet à l'amertume, plus jamais, même si on doit juste manger du riz. Il y a des familles, on irait chez eux juste pour manger du riz, parce que là-bas, il y a une chaleur, il y a une bonne ambiance, il y a une vivacité de cœur et d'esprit. Et si vous avez envie de créer cette chaleur dans votre foyer et que vous ne savez pas comment vous y prendre, écoutez bien. Là, on diverge de ouf, mais on s'en fout. C'est important et en plus, c'est dans le thème. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez dans un magasin de jouets et vous allez acheter un Uno. Un jeu de cartes Uno. Je vous mets une image pour ceux qui ont un apprentissage visuel. S'il n'y a pas de magasin de jouets proche de chez vous, débrouillez-vous. Vous allez sur Amazon, vous allez demander à un pote. Mais en tout cas, il faut que vous trouviez un Uno. Et une fois que vous avez ce Uno, vous rentrez chez vous et vous allez voir les gens et vous leur dites « Je vous prends tous au Uno. Et je parie ce que vous voulez, que même sur 10 parties d'affilée, je vous éteins, je vous éteins. Vous n'avez absolument aucune chance contre moi. » Vous leur dites bien, moi, je suis un calculateur, je suis un mentaliste. J'ai déjà envisagé tous les scénarios possibles. Et comme on l'a dit plus tôt dans la vidéo, l'humain, il a une arrogance, vous voyez. Donc, ils vont se dire, mais c'est un ouf, lui. Tu me prends Uno? Ah ouais? Bah, tu sais quoi, vas-y, viens maintenant. Et ce qui va se passer, c'est que le pari, en fait, c'est un prétexte. Gagner ou pas, le Uno, vous en avez rien à faire. Si ça se trouve, vous connaissez même pas les règles. Mais votre vraie victoire, elle est dans le fait que là, vous êtes tous assis ensemble et vous êtes en train de jouer comme n'importe quelle famille devrait le faire. Et sachez que cette technique, je viens pas de la sortir là comme ça, c'est vraiment un truc que je fais régulièrement chez moi. Tenez pour la petite anecdote. Un jour, j'étais chez moi, un jour de semaine, et je vois mes petites... Tenez pour la petite anecdote. Un jour, j'étais chez moi, un jour de semaine, et je vois mes petites sœurs dans le salon. Je leur dis, mais vous n'avez pas école? Elles me disent, non, c'est férié. Je leur dis, ah bon? Et vous avez un truc de prévu aujourd'hui? Elles me disent, non. Je leur dis, ok, attendez, on va faire un truc. Là, je cours à Leclerc, je pars acheter de la brioche, du Nutella, du caramel, de la confiture, du chocolat, des fraises, etc., etc. Bref, je remplis mon petit caddie de grand-mère, je rentre chez moi et je leur dis, on va faire un concours de tartines. On va voir c'est qui le vrai patron de la tartine ici. La brioche, si vous voulez, vous la tostez pas, c'est pas mon problème. Et dans 20 minutes, vous me présentez tous votre truc, tout le monde est noté, et celui qui gagne, vous allez voir, il gagne un truc. C'est important de mettre une récompense. Et là, on est passé des enfants typiques éduqués à l'iPad à Top Chef Kid. C'était Top Chef Kid, mon gars. Jusqu'à la fille des voisins, elle est venue, elle aussi, elle voulait faire sa tartine. Les gens, ils voulaient tous gagner. Et c'est comme ça que tu crées un foyer où il y a de la joie et de l'enthousiasme. Dans la suite du bouquin, ils vont énormément détailler les théories et les approches d'un systémicien du nom de Murray Bowen. Ils le décrivent comme étant un individu original et assez brillant, au point où il a à lui tout seul créé une école de pensée à part entière dans le monde de l'approche systémique. Son école sera intitulée la BFST pour Bowen Family System Theory. Dans ces théories, on va retrouver tout un tas de notions assez complexes et il y en a une qui a particulièrement attiré mon attention. Les auteurs disent que c'est en étudiant les adolescents délinquants que Bowen en est arrivé à l'idée que le problème émotif dans la société était semblable à celui qui existe dans la famille.
Il écrit au sujet de ces adolescents qu'il existe un lien commun entre les parents et la société, celui de la responsabilité. La société est tout aussi responsable que les parents dans l'émergence et l'entretien des actes de délinquance juvénile. À un autre niveau, l'angoisse de la famille peut se trouver alimentée par un contexte d'insécurité sociale, difficultés économiques d'un pays, postulat d'une guerre, etc., etc. Certaines familles et certains groupes d'appartenance réagiront alors plus mal que d'autres à ce climat social. Il en résultera des phénomènes de régression. Tout se passe comme si la société elle-même réagissait comme un système émotif dysfonctionnant lorsqu'il y a trop d'angoisse chronique. La vision sociale de Bowen est pessimiste. D'après lui, les choses vont se dégradant. Il considère l'angoisse sociale chronique comme étant le produit de l'explosion de la population à la surface du globe, de la diminution des réserves de nourriture et des matières premières nécessaires au maintien du mode de vie de l'homme sur Terre, enfin de la pollution de l'environnement qui est en train de lentement menacer l'équilibre vital et nécessaire à la survie humaine. Et on va pas s'attarder là-dessus, ce mec il est horrible, je le déteste, mais plus sérieusement, dans un passage où ils décrivent les applications thérapeutiques de la BFST, ils disent « À partir du moment où l'individu est considéré dans sa dimension multigénérationnelle et que l'on postule l'existence primordiale d'un champ émotionnel familial, l'étude de la famille élargie s'impose. Si il arrivait à Bowen d'hospitaliser des familles entières comme s'il s'agissait d'un seul patient, dans d'autres cas, il n'a même pas été nécessaire de faire venir en entretien le porteur du symptôme, puisqu'il suffisait d'un ou de deux individus très motivés et particulièrement impliqués dans les problèmes pour embrasser et résumer à eux seuls l'ensemble des dysfonctionnements familiaux. Et ça, pour le coup, c'est incroyable. Parce que dans les familles dysfonctionnelles, même si tu arrivais à convaincre un des membres que la thérapie familiale, ça serait la solution à tous leurs problèmes, ils vont te répondre, et de façon complètement justifiée, que tu as toujours le membre le plus problématique de la famille qui refusera catégoriquement de participer à une thérapie. Même si par le dernier des miracles, tu arrivais à le traîner de force dans un cabinet, il ne serait pas du tout conciliant, dans une posture de remise en question ou d'ouverture d'esprit. Le boug, il va être récalcitrant. Mais ce que Bowen, il dit là, c'est qu'en prenant au moins deux éléments moteurs de la famille et en les ponçant à la BFST, tu peux arriver à une restructuration totale du système familial. Et je le répète, c'est ça la force de l'approche systémique. On a juste besoin de bouleverser le système, pas forcément tous les individus. Et pour la prochaine citation, on va s'intéresser à Giuliana Pratta, la fondatrice du Centre de thérapie familiale systémique et de recherche de Milan, qui en 1992 a cherché à approfondir les histoires des enfants qui se disaient mal aimés par leurs parents ou leur entourage. Elle a alors remarqué que dans certaines familles particulièrement dysfonctionnelles, les parents du patient désigné avaient eux-mêmes eu ce vécu de rejet de la part de leurs propres parents. D'où un jeu du rejet qui se réitère à chaque génération. Et là, on va parler d'un truc qui n'est pas vraiment un scoop, mais quand t'es petit et que tu vois que tes parents, sur certains aspects de la parentalité, ils sont un peu nuls, tu leur en veux de ouf. Mais quand tu grandis, t'apprends à comprendre que tes parents, c'est que des humains comme les autres. Et que oui, effectivement, ils ont leurs failles, ils ont leurs lacunes, mais que les choses, elles sont plus compliquées que ouin, t'es nul, c'est ta faute, si je suis malheureux, je te déteste. Tu comprends que eux-mêmes, avec leurs parents, ils ont vécu des trucs pas ouf. Et vraiment, quand tu creuses, vraiment, quand tu vas poser des questions à tes oncles, tes tantes, tes grands-parents, les cousins éloignés de tes grands-parents, tu te rends compte qu'au final, il y a des trucs dans ta famille qui se lèguent depuis des générations et des générations. Et tu te rends compte que la rancœur que tu avais construite envers ton père parce qu'il est parti se bourrer la gueule plutôt que de venir à ton spectacle de danse quand tu avais 6 ans, d'un côté c'est justifié, je suis complètement d'accord, mais d'un autre, quand tu mets ça en perspective avec tout le reste, tu te rends compte que c'est carrément hors de propos. Ton papa, c'est qu'un pauvre minuscule rouage dans un immense mécanisme qui le dépasse. Ton papa, c'est une victime dans cette histoire. Ton papa, c'est un personnage parmi tant d'autres dans une histoire carrément tragique qui se déroule depuis des décennies, et pour certaines familles on parle en siècles, j'exagère même pas. Et attention, je dis pas que ça excuse tout. Je dis qu'il faut remettre les choses en perspective, il faut relativiser et il faut comprendre les mécanismes invisibles qui tirent les ficelles de notre vie, parce que c'est comme ça que tu vas te réapproprier le bonheur auquel tu as le droit, et c'est comme ça que tu vas te retrouver à favoriser la guérison de tes parents de troubles qu'ils ne savaient même pas qu'ils avaient. Notre rôle, notre responsabilité en tant qu'héritier du dernier point de QI qui se lègue au sein de notre famille, c'est de briser l'engrenage, c'est de s'assurer que nos enfants ne vont pas être victimes à leur tour de toutes ces conneries qui durent depuis bien trop longtemps. Ça, c'est un comportement de giga Tchad. Et ça, c'est ce à quoi on tend sur Milksop, mon gars. Donc, ok, là, on arrive à la partie du bouquin où les auteurs dressent le portrait de tout un tas de systémiciens qui ont, à leur sens, marqué l'histoire de cette approche et apporté leur pierre à l'édifice. Et il y a un portrait qui, à l'instant où je suis en train d'écrire ces mots, est en train de me faire péter un câble. Je pense qu'on a littéralement affaire au psychothérapeute le plus dingue de l'histoire. Alors, accrochez-vous bien, parce que là, je sens que je prends un malin plaisir à vous présenter Carl Whittaker.
Alors, notre cher Karl, si on veut le résumer en une seule phrase, on a juste à dire que là, on est en plein dans le syndrome du Dr House. Le mec, c'est un génie, mais il a une manière d'exprimer son génie qui est au mieux loufoque, au pire juste scandaleuse. Les auteurs expliquent bien que ces techniques, aussi brillantes soient-elles, sont vraiment propres à lui et ils déconseillent fortement d'essayer de les imiter. Le mec, sa technique, c'était simple, c'était de pousser ses patients à bout, mais d'une manière, selon lui, qui était contrôlée. Selon lui. Dans le bouquin, il est rapporté qu'il s'endormait en pleine séance et à son réveil, au lieu de s'excuser, il disait « Oh putain les gars, vous ne devinerez jamais de quoi je viens d'arriver ?» Il avait 2 mouvements signature. Le premier, c'était la provocation. Il cherchait vraiment à créer une tension émotionnelle, car d'après lui, je cite, elle était génératrice d'une situation de crise qui déséquilibrait le système pour le faire repartir sur d'autres pistes de fonctionnement. Et le deuxième, c'était l'amplification. C'est-à-dire que lorsqu'au sein d'une famille, il y a un point qui est profondément dysfonctionnel, comme par exemple la communication. Imaginons une situation où un enfant, à cause d'un caractère colérique, il a du mal à s'adresser à ses parents autrement que par des hurlements. Au lieu de venir chercher à minimiser ce phénomène, à atténuer ce phénomène, il va au contraire chercher à l'amplifier. Il va par exemple imposer à la famille un exercice où pendant un temps donné, ils vont être obligés de communiquer uniquement par des hurlements. Et son but, c'est qu'au final, l'enfant il réalise l'absurdité de la situation, dans la mesure où il prend conscience que personne ne s'entend parler, que c'est fatigant, et que hurler ça n'aide en aucun cas à véhiculer le message qu'il a envie d'exprimer. Ça fait même exactement l'opposé. Donc de lui-même, sans qu'on lui dise, il va se dire « Mais attends, c'est super débile comme manière de communiquer », et il va juste plus jamais le refaire. Et Whittaker, il résume ça dans une phrase qui manque pas de poésie, parce que selon lui, pour que la tour de Pise s'écroule, il suffirait juste de la faire grandir. Et vous devez vous dire, mais d'où il sort ce type? Et il y a une anecdote que j'aime imaginer comme étant le début de son origin story. Un jour, lors d'un séminaire, il a le micro et il raconte l'histoire qui, selon lui, est la plus belle cristallisation de la psychothérapie. C'est l'histoire d'un mec sur un pont qui a envie d'en finir. Il déteste sa vie. Il a le sentiment de même plus savoir ce que c'est que l'espoir. Et il y a un policier qui débarque et qui lui dit « Non, monsieur, sautez pas. Pensez à votre femme, pensez à vos enfants. » Et le gars lui répond que tout ça, ça n'a plus d'importance pour lui désormais, qu'il n'y a plus rien qui a de l'importance. Le policier, il tente tout, il tente tout, il tente tout. Il sort tous les meilleurs arguments du monde. Il sort tous les trucs qui lui passent par la tête. Et le gars, il dit non, 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 c'est mort, c'est mort, c'est mort, je vais sauter, je vais sauter, je vais sauter, je vais en finir. Et ça dure, ça dure, ça dure, ça dure. Et le policier, au bout d'un moment, il en a juste marre de tout ce sketch. Et il sort son flingue, il braque le mec, il dit mec, descends de ce putain de pont là. Descends de ce putain de pont, donc je vide mon chargeur dans ton crâne. Et le mec, il est tellement surpris, il est tellement pris de court que juste, il descend du pont et il rentre chez lui. Et je sais ce que vous allez me dire, hein, je suis pas complètement con. L'histoire, elle est marrante, mais elle pue la légende urbaine à plein nez. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est lui-même qui raconte l'histoire, donc je pense que faut juste prendre le truc en sachant que ça vaut ce que ça vaut. Et quand on lui demande c'est quoi la morale de cette histoire, c'est quoi le schéma qu'on doit suivre pour pouvoir le reproduire en cabinet, ce trou du cul, il répond l'important, c'est de ne pas y penser. Si vous y pensez, il est probable que vous ne pourrez plus le refaire. Et si je tiens tant à vous parler de ce personnage, au-delà du fait qu'il est drôle, c'est parce qu'il s'inscrit dans une pensée, dans une approche thérapeutique qui vient contredire tout ce que ses prédécesseurs ont affirmé avant lui. Selon lui, on ne guérit pas les gens avec un protocole déjà tout fait et qu'on recrache par cœur devant le patient. Selon lui, il faudrait littéralement y aller au talent. Et s'il y arrive vraiment, déjà ça fait de lui un génie hors du commun, mais derrière ça soulève tout un tas de questions morales. Est-ce que c'est éthique de soigner une personne ou une famille qui se présente à vous car ils sont dans une réelle détresse et vous y allez au talent? Vous tentez un salto au pied du mur parce que why not? Et comme je l'ai dit, là on est typiquement dans un épisode de Dr House. Est-ce que vous préférez un médecin qui vous guérisse ou un médecin qui vous respecte? Est-ce que le plus important c'est la méthode ou est-ce que c'est le résultat? Pour le coup, ça m'intéresse vraiment d'avoir votre avis en commentaire parce que là, moi je suis complètement débordé par ce truc. Ensuite, comme auteur tout aussi insolent mais déjà beaucoup plus normal, on a Virginia Satir et elle, en tant que thérapeute, ce qu'elle avoue, c'est que les problèmes des gens, elle en a profondément rien à foutre. Elle, ce sur quoi elle va aider les familles à mettre l'accent, c'est pas sur les problèmes, mais sur les manières de gérer les problèmes. Là où elle est brillante, c'est quand elle dit que des problèmes, des moments de crise, des problématiques, en tant que famille, c'est normal d'en rencontrer. C'est un processus complètement naturel qui se manifeste au sein d'un groupe social, d'autant plus une famille. Mais ce qui va faire la différence entre une famille saine et une famille à problème, c'est leur manière de gérer les problèmes. C'est les outils adaptés qu'ils déploient face aux problèmes qui correspondent. Là où dans d'autres familles, à cause de certains processus défaillants, ils se retrouvent complètement désemparés, ils se retrouvent pris de court, alors sans que ce soit de leur faute, ils commettent des erreurs, on dit et on fait des choses qui sont regrettables, chacun y va de son mécanisme de coping et ça rend tout le monde malheureux.
La morale de l'histoire, c'est que constater que la famille a un problème structurel et décider de faire appel à l'aide d'un professionnel, c'est génial, c'est extrêmement courageux. C'est pas tout le monde qui saute le pas. Mais par contre, c'est important de garder à l'esprit qu'on n'est pas là pour se plaindre, pour régler ses comptes ou pour attendre que le thérapeute il vous guérisse par magie. Vous êtes là pour profiter de l'aide et des pistes que va vous donner le professionnel, pour trouver un moyen de restructurer la famille. On casse les murs qui sont fissurés, on les démolit entièrement. Comme ça, derrière, toujours avec l'aide du thérapeute, on reconstruit quelque chose de solide et de sain sur lequel tout le monde pourra se reposer pour vivre et continuer cette course inlassable vers le bonheur et l'épanouissement. Et tout ça, c'est résumé dans l'extrait où elle dit: tant qu'ils se concentrent sur le contenu du problème, les membres de la famille sont pris au piège des luttes de pouvoir et ont de ce fait des difficultés à résoudre leurs conflits sous-jacents. En revanche, dès que l'on met en cause le processus qui régit le problème, la question de savoir qui a tort et qui a raison perd de son importance, car il s'agit alors d'examiner et de modifier la façon dont un problème est traité afin de mettre en œuvre un processus de résolution. Bon, dans le prochain passage, en tant que conclusion, on va parler couple. Parce que oui, on parle de thérapie familiale et pour les systémiciens, parfois, le plus petit format de famille, c'est le couple. Donc, les auteurs citent Augustus Napier qui dit: beaucoup de couples, au lieu de se remettre en question ou de s'interroger sur les espoirs qu'ils avaient fondés dans le mariage, s'accrochent à leurs rêves et concluent qu'ils ont simplement choisi un partenaire qui ne leur convenait pas. Ils divorcent afin d'être disponibles pour la relation idéale, cadeau du destin plutôt que fruit de leurs efforts et dans l'idée de la trouver auprès de quelqu'un d'autre. Et ce qui me fait rire avec ce passage, c'est qu'il n'a pas besoin d'être particulièrement commenté. Là, je crois que c'est pas une théorie scientifique en soi. Là, le gars, il est juste en train de dire que la plupart des gens ils sont juste complètement cons. Ils rêvent de la relation idéale qui tombe du ciel plutôt que de se dire qu'ils ont juste à la construire. Après, encore faut-il savoir qu'on peut construire nos relations et rigolez pas parce qu'aussi fou que ça puisse paraître, j'ai moi-même eu des discussions avec des gens de mon entourage et visiblement, ils n'étaient pas au courant et je crois qu'aujourd'hui non plus, ils sont toujours pas au courant. Issou, allez, salut, on a bien rigolé.